Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. La question de la réparation des torts infligés aux Noirs et à l'indemnisation qui leur est due s'est posée à quelques reprises dans l'histoire occidentale. Pourtant, à cause du manque de bonne volonté politique de la part des Occidentaux et de l'absence d'organisation représentative solide de la part des peuples africains et d'afro-descendants, ces derniers n'ont rien obtenu, tandis que d'autres peuples qui ont subi d'autres atrocités ont reçu des indemnités conformes à leurs exigences. Ce que cela nous apprend, c'est que contrairement aux autres litiges où les États ont accepté de réparer et d'indemniser les victimes, dans le cas des pays africains et d'afro-descendants, ce ne sera pas facile car les enjeux sont énormes, les torts et les méfaits ont duré plusieurs siècles et beaucoup de fortunes d'aujourd'hui en dépendent. Une autre leçon à retenir aussi, c'est qu'en dépit des discours officiels, pour les Occidentaux, les victimes noires ne sont pas des victimes comme les autres. Les autres ont droit à des réparations et à des indemnisations. Quant aux Noirs, ils n'ont droit qu'à des faveurs, des miettes. C'est déjà assez qu'on ne leur demande pas de remercier les Occidentaux qui, par l'esclavage et la colonisation, les ont exposés à la civilisation. Donc, des réparations et d'indemnisation pour les Noirs, il n'y en aura point, dixit l'occidental. Or, cette bataille pour la réparation et l'indemnisation, nous devons l'entreprendre et la gagner. Nous le devons à nos ancêtres. C'est une question de justice. C'est aussi une question de dignité pour nos ancêtres, pour nous et pour notre progéniture. Mais posons-nous la question, pourquoi les autres ont-ils obtenu réparation et pas nous? À cet égard, j'ai identifié 7 faiblesses fondamentales des peuples africains et d'afro-descendants que nous devons regarder en face et surmonter afin d'occuper la place qui nous revient dans le monde et de recouvrer ce qui nous est dû. Je les appelle nos 7 descenseurs fondamentaux. Ce sont eux qui nous empêchent de gravir les échelons en tant que peuple
et d'aller de l'avant dans nos luttes. Et bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'aurez compris, nous allons parler à l'émission d'aujourd'hui de la question de la réparation, de la question de l'indemnisation due aux Africains, due aux Afro-descendants, dans le contexte de l'esclavage que nous avons subi pendant plusieurs siècles et de la colonisation qui a duré près d'un siècle. Donc nous allons profiter de ce projet de loi historique pour remonter le fil du temps, revoir la question de la réparation due, soit aux maîtres d'esclaves ou aux descendants d'esclaves, dans la foulée des diverses abolitions. Nous allons voir comment les divers États ont réagi à cette question et comment nous, Africains et Afro-descendants, nous devons prendre, n'est-ce pas, la balle au vol et mettre sur pied des mécanismes pour obtenir réparation, pour obtenir indemnisation. Je vous veux attentif. À ce stade-ci, vous connaissez le rituel. Offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Alors, revenons à la thématique de cette semaine. Eh bien, je l'ai dit au début de l'émission, on a voté aux États-Unis, au Congrès américain, donc à la première chambre, un projet de loi historique, c'était mercredi dernier, portant réparation financière pour les descendants d'esclaves aux États-Unis. Je vais vous dire pourquoi c'est historique, pourquoi c'est important, pourquoi nous devons profiter de ce momentum pour faire quelque chose. Et non seulement a-t-on voté, n'est-ce pas, ce projet de loi portant réparation financière pour les Afro-descendants, mais en plus, le projet de loi prévoit la création d'un comité d'experts, plus d'une dizaine d'experts, qui vont réfléchir sur la manière la plus juste, la plus appropriée de réparer les torts de l'esclavage. Pensez-y, l'esclavage a duré aux États-Unis plus de 200 ans. Et toute la puissance américaine d'aujourd'hui, sa puissance financière, sa puissance militaire, n'est-ce pas? Toute cette puissance-là s'est construite sur la sueur, sur le travail, sur le sang de nos ancêtres. Il était donc temps que le Congrès américain, donc le siège du pouvoir législatif, n'est-ce pas, pose le premier jalon en vue de la réparation des torts qui ont donc été infligés à nos ancêtres. Donc nous allons regarder de plus près ce que ça veut dire et nous allons voir ailleurs ce qui a été fait. Et dans une deuxième partie de l'émission, nous allons dire, mais pourquoi on a indemnisé les autres peuples? Pourquoi on a réparé les torts qui ont été infligés à d'autres communautés? Mais quant à nous, rien n'a été fait. Donc c'est un peu pour cela que je fais l'émission d'aujourd'hui. Et vous allez le voir, j'ai identifié 7 grandes faiblesses que j'appelle les 7 descenseurs, par opposition aux ascenseurs qui nous empêchent de gravir les échelons en tant que peuple, en tant que communauté, 7 descenseurs qui nous empêchent justement d'obtenir réparation et pourtant nous savons que cette réparation nous est due. Alors, pourquoi c'est un vote historique? C'est parce que quand on regarde l'histoire des États-Unis, les États-Unis ont aboli l'esclavage à la fin de la guerre de sécession en 1865 sous le président Abraham Lincoln. Et
pendant la conduite de cette guerre qui a duré plusieurs années, qui a fait plusieurs victimes. Au fait, c'est la guerre qui a entraîné plus de morts aux États-Unis que n'importe quelle autre guerre que les États-Unis ont conduite à l'extérieur, pour motiver les Noirs à se battre dans son camp. Eh bien, Abraham Lincoln, alors à la tête du pouvoir fédéral comme président, avait promis aux Noirs esclaves, ils étaient environ 3 à 4 millions, n'est-ce pas, que s'ils se battaient pour eux, écoutez bien, il leur donnerait une mule et 40 acres de terre. Ce qui, si c'était vrai, si cela s'était réalisé, aurait été une compensation acceptable. Pas qu'on puisse réparer les torts de l'appropriation de la personne de nos ancêtres parfaitement, mais une mule et 40 acres de terre à ce moment-là, nous sommes quand même au 19e siècle, c'était une compensation acceptable. Et pourtant, contrairement à la promesse qu'il avait faite, eh bien, la guerre de sécession sitôt terminée, non seulement les Noirs n'ont-ils rien obtenu, mais la loi s'est durcie contre eux, en particulier dans les États du Sud. J'en ai déjà parlé à plusieurs émissions. Non seulement les Noirs n'ont-ils rien obtenu en termes de réparation, mais ils devaient faire face à des lois ségrégationnistes. Ils devaient prouver qu'ils avaient un emploi, autrement ils étaient jetés en prison, n'est-ce pas, pour cause de vagabondage. Et lorsqu'ils étaient jetés en prison, pour en sortir, ils devaient payer des amendes. Et devinez qui devait payer des amendes pour eux, c'est leurs anciens maîtres. Et quand les anciens maîtres payaient des amendes pour les sortir de prison, eux, pour rembourser leurs anciens maîtres, ils devaient travailler pour ce maître-là, n'est-ce pas, pour 10 ans, 15 ans, 20, 25 ans, en sorte qu'ils étaient toujours pris dans ce cercle vicieux, n'est-ce pas, post-abolition de l'esclavage. Et à chaque fois, il y avait des projets de loi particuliers qui a déjà été déposés, n'est-ce pas, au feuilleton du Congrès, mais on n'est jamais allé aussi loin. Et que dit ce vote? Ce vote, c'est un projet de loi, n'est-ce pas, qui porte sur la question de la réparation financière due aux descendants d'esclaves, et en même temps, c'est pas juste une question financière, eh bien, il y aura un comité d'experts qui va se réunir pour connaître, n'est-ce pas, les meilleures façons de réparer les torts de l'esclavage, les meilleures façons de compenser ces descendants d'esclaves, de telle sorte qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir accès à une égalité de chances. Au niveau de la Chambre basse, au niveau du Congrès, c'est important de le dire, tous les démocrates ont voté en faveur de ce projet de loi, et devinez quoi? Tous les républicains ont voté contre. C'est intéressant de le noter. Pourquoi? Parce que au 19e siècle, c'était le contraire. Les républicains étaient plus progressistes, ils étaient plus favorables à l'idée d'accorder une réparation aux Noirs, aux descendants d'esclaves. Et pourtant, au 21e siècle, on assiste à un revirement de la situation. Ces mêmes démocrates qui, dans les États du Sud, étaient plus durs, étaient plus racistes, n'est-ce pas, vis-à-vis de nos ancêtres, eh bien aujourd'hui, ils semblent être plus favorables. Et Joe Biden promet que, sitôt que ce projet de loi serait voté dans les deux chambres, il signerait ce projet de loi pour en faire une loi. Question d'y aller vite, puisque la question de réparation, la question de l'indemnisation, n'est-ce pas, s'est toujours posée aux États-Unis. Bravo aux législateurs américains. Quand ils font mal, nous leur adressons des reproches, mais quand ils font un pas dans le sens que nous souhaitons, nous devons avoir l'intégrité intellectuelle de les féliciter et de leur dire que nous prêtons attention à ce qu'ils font, et quand ils posent un bon geste, nous les félicitons, même si, reconnaissons-le, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale
autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Disons qu'un tel projet de loi n'est pas tombé du ciel. En réalité, la formulation même de ce projet de loi, sa première mouture a été créée il y a 30 ans. C'est un vieux projet de loi qui date d'il y a 30 ans, mais qui n'a jamais fait l'objet de vote parce que le momentum politique n'était pas là. Et c'est l'occasion pour moi de dire, écoutez, parfois, il faut attendre 30, 40, 50 ans. Non pas que ce soit souhaitable, mais c'est l'idée de dire qu'il faut persévérer. Car il est de ces luttes-là dont on ne voit pas les résultats dans l'immédiat. Et c'est par notre persévérance, c'est par notre combativité, c'est par notre ténacité que nous finirons par, n'est-ce pas, venir à bout de tous les préjugés, de tous les obstacles. Moi, j'y crois, mais il faut être combatif. Ce n'est pas par la prière qu'on va obtenir cela. Ce n'est pas dans la passivité qu'on va obtenir cela. Ce n'est pas en quémandant les faveurs ni les miettes du blanc qu'on va obtenir cela. C'est vraiment en luttant de manière assidue, c'est vraiment, n'est-ce pas, en évoquant des questions de justice et de dignité que ceux qui nous dirigent vont se rendre à l'évidence qu'il faut qu'ils fassent ce qu'on demande, autrement, on ne les lâchera jamais. Et reconnaissons aussi que tout cela se fait en marge de l'assassinat, n'est-ce pas, de plusieurs Afro-Américains. Nous regrettons ces assassinats, mais ces assassinats ont comme créé un contexte favorable à la prise de conscience du monde politique. Joe Biden était à ce point ému par l'assassinat crapuleux de George Floyd, assassinat qui a été suivi depuis par d'autres assassinats, que finalement le momentum est tel qu'on ne peut résister à cette demande de justice qui est adressée depuis le 19e siècle par nos frères et nos sœurs afro-américains. C'est un grand pas dans la bonne direction. Nous allons demeurer vigilants pour voir comment cette loi va être implémentée, comment elle va entrer dans la pratique de tous les jours. Mais pour une fois, prenons le temps de dire, tiens, c'est une bonne nouvelle, savourons cette bonne nouvelle. Eh bien, ce projet de loi m'offre l'occasion de reprendre l'histoire de la question des réparations. Vous savez, l'une chose qu'on apprend en histoire, c'est que l'histoire ne fait pas de sauts brusques. Il n'y a pas de génération spontanée. Ce dont vous jouissez aujourd'hui a été préparé par la génération précédente. Et ce dont la génération d'après vous va profiter, vous êtes en train justement de le préparer. Voilà pourquoi nous devons toujours, et c'est mon privilège de le faire à cette émission, nous devons toujours garder le sens de l'histoire des choses. Nous devons toujours garder le sens de l'histoire des idéologies, le sens de l'histoire des concepts, etc. Bon. Alors, regardons rapidement, n'est-ce pas, l'histoire de la question de réparation et d'indemnisation dans le contexte de l'abolition de l'esclavage. Vous le savez, nous en avons parlé. En ce qui a trait à l'Occident du XVe siècle jusqu'au XIXe siècle, n'est-ce pas, la traite négrière a fait la richesse des grandes puissances européennes, a fait la richesse des grandes puissances occidentales. Aujourd'hui encore, on ne s'entend pas sur les chiffres exacts, n'est-ce pas, des Africains, des Africaines qui ont été déportés depuis leur continent jusqu'en Amérique pour venir travailler, n'est-ce pas, sans salaire, pour venir travailler sans droit aucun à l'enrichissement des pays occidentaux. Toujours est-il que ce chiffre-là s'élève à plusieurs centaines de millions de déportés. Lorsqu'à la suite d'une série de facteurs, tant endogènes qu'exogènes,
les puissances occidentales, les puissances européennes et américaines se sont senties obligées d'abolir l'esclavage, elles ne l'ont pas fait de gaieté de cœur, hein. D'abord, Haïti a imposé son abolition d'esclavage dès 1793, officialisé, n'est-ce pas, en 1804 par la proclamation unilatérale de l'indépendance le 1er janvier 1804. Eh bien, les puissances européennes et américaines vont se sentir obligées d'abolir l'esclavage. Elles vont le faire les unes après les autres. Elles ne l'ont pas fait de gaieté de cœur, mais elles ont eu le temps de s'enrichir énormément à même la sueur, à même le sang de nos ancêtres. Car ne l'oublions pas, l'espérance de vie d'un esclave ne dépassait guère 7 ans. En sorte que, dès l'âge de 50 ans, pour les esclaves qui arrivaient adultes, n'est-ce pas, dans une colonie, on les trouvait vieux. Et l'un des plus grands rêves d'un esclave, c'était justement de parvenir à cet âge-là pour pouvoir être considéré comme une épave. C'était l'expression qui était utilisée, n'est-ce pas, dans les colonies françaises du moins. Et on en est encore à faire le débat sur le chiffre exact d'hommes et de femmes qui ont été déportés depuis l'Afrique vers l'Amérique. On parle, n'est-ce pas, de plusieurs centaines de millions d'hommes et de femmes qui n'ont fait aucun tort et dont le seul crime était de se retrouver sur le continent noir. Ils ont été tout simplement pris en captivité et déportés vers, n'est-ce pas, d'autres cieux où ils allaient être condamnés à travailler comme la chose d'un maître et considéré comme le bien meuble. Alors, à la suite donc d'une série d'événements et d'un complexe de facteurs, les puissances européennes vont abolir l'esclavage. Et vous savez, après l'abolition de l'esclavage, et dans le contexte de l'abolition de l'esclavage, on a posé la question: est-ce qu'il faut réparer, est-ce qu'il faut indemniser, et surtout, qui il fallait indemniser, à qui il fallait accorder réparation? Vous serez choqués d'entendre que pour les spécialistes du droit, pour les grands intellectuels, pour, n'est-ce pas, les penseurs, eh bien, des penseurs comme Schœlcher, par exemple, que l'on perçoit dans les colonies françaises comme un abolitionniste, des penseurs comme Tocqueville, eh bien, ils ne faisaient pas de doute dans leur esprit qu'il fallait indemniser, tenez-vous bien, les propriétaires d'esclaves. Car, disait Schœlcher, disait Tocqueville, les propriétaires d'esclaves ont acheté les esclaves de manière légale. Ils ont payé pour acheter un bien et c'est normal que si l'État décide d'abolir, n'est-ce pas, leur entreprise, car c'était une entreprise, il est normal que l'État indemnise les propriétaires d'esclaves. Et la question s'est posée, les esclaves alors, est-ce qu'il faut leur accorder une indemnisation? Est-ce qu'il faut réparer les torts, n'est-ce pas, qu'ils ont subis? À cette question, tous répondaient rien. C'est déjà assez, pensait-il, que par la colonisation, c'est déjà assez, pensait-il, que par l'esclavage, le noir fut exposé à la civilisation. Et on n'était pas loin de demander à l'esclave de remercier le maître qui, par l'esclavage, l'a exposé à la lumière de la civilisation occidentale. Donc vous notez comment, n'est-ce pas, l'idéologie était à ce point perverse qu'on réparait les torts de ceux qui ont acheté l'esclave, mais on n'a jamais pensé à réparer les torts que l'esclave a subis. Pour quelle raison? Parce que on disait que l'esclave n'était pas un vrai humain. Il était tout au plus à 3/4 d'un être humain, mais il était tout aussi près du singe qu'il ne l'est de l'humain. Autant dire, tout ce qu'on lui doit, c'est de l'exposer à l'éducation, c'est de l'exposer à la civilisation, c'est de l'aider à trouver un travail, c'est de l'aider à s'insérer dans la vie humaine, pour ainsi dire, mais de réparation et d'indemnisation, il pouvait y en avoir pour lui. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez.
où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Et c'est ainsi, par exemple, que dans le cas de l'Empire britannique, écoutez bien, vous serez étonnés, l'Empire britannique évaluait à environ 3000 les propriétaires d'esclaves de son empire. Eh bien, l'Empire britannique, en marge de l'abolition de l'esclavage dans tout son empire, va voter un projet de loi, écoutez-moi bien, qui accordait l'équivalent de 30 millions d'euros en termes d'aujourd'hui à chaque propriétaire d'esclaves. Chaque propriétaire d'esclaves, donc ils étaient évalués à environ 3000, recevait de la part du gouvernement britannique un cachet de 30 millions d'euros en termes d'indemnisation. Et cette enveloppe qui était consacrée à indemniser les anciens propriétaires d'esclaves anglais représentait jusqu'à 5% du PIB de l'Empire britannique, mais qu'à cela ne tienne, il fallait réparer les torts, suivez mon regard, que les propriétaires d'esclaves ont subis par l'abolition de l'esclavage. Est-ce que les esclaves qui ont enrichi l'Empire britannique de leur sang et de leur sueur ont obtenu quelque réparation que ce soit? Est-ce qu'ils ont obtenu quelque indemnisation que ce soit? Poser la question, c'est y répondre. Ils n'ont rien obtenu jusqu'à présent. Et il y a même un site qui est consacré à cette question. La question de la réparation et de l'indemnisation qui ont été accordées aux 3000 propriétaires d'esclaves anglais. Et si vous prenez le temps de vous promener à travers ce site, vous allez remarquer que beaucoup de fortunes d'aujourd'hui, en particulier beaucoup de fortunes d'hommes et de femmes qui font de la politique, n'est-ce pas, au Royaume-Uni, ces fortunes-là remontent justement à cette réparation qu'on a accordée à leurs ancêtres. On parle donc de l'équivalent de 30 millions d'euros sur le dos de nos ancêtres, sur le sang de nos ancêtres. La France a fait la même chose. En 1849, la France a voté une loi secrète. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, on ne sait pas combien la France a accordé à ces 250 000 propriétaires d'esclaves qu'on retrouvait à l'île de la Réunion, qu'on retrouvait à la Martinique, qu'on retrouvait à la Guadeloupe. Eh bien, la France a voté une loi, n'est-ce pas, en 1849, accordant réparation et indemnisation aux propriétaires. Eux, ils ont été indemnisés pour les pertes consenties à l'abolition de l'esclavage. Et vous me posez la bonne question, et les esclaves, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Rien. Des gens comme, et il faut citer leur nom, comme Schœlcher disait, écoutez, ce qu'il faut faire pour ces esclaves-là, c'est de les aider à trouver du travail, et trouver du travail constituera, n'est-ce pas, une bonne réparation pour eux, mais la réparation financière, elle est due aux propriétaires d'esclaves. D'autres pays, plus tard, vont entrer dans la question de la réparation et dans la question d'indemnisation. À la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les États-Unis ont interné des Américains d'origine japonaise. Pour quelle raison? Puisque les États-Unis étaient en guerre contre le Japon à la Seconde Guerre mondiale et tout Japonais était suspect. Même si vous étiez Américain, dès que vous aviez une origine japonaise, vous étiez considéré comme ennemi. Et les États-Unis ont interné plusieurs Américains d'origine japonaise. Ils étaient au nombre de 120 000 Américains d'origine japonaise qui ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale, soit entre 1942 et 1946. Et les États-Unis ont voté donc
un budget de 1,6 milliard de dollars pour réparer les torts que cet internement forcé a infligé aux Américains d'origine japonaise, et on a aussi indemnisé leurs descendants. Chacun a reçu l'équivalent de 20 000 dollars américains. Le Canada a fait la même chose. En 1988, le Canada avait voté une loi portant réparation pour les Canadiens d'origine japonaise qui ont été internés dans des camps par l'armée canadienne ou par la police fédérale canadienne, la GRC. On a voté une enveloppe pour réparer ces torts-là. Et les Italiens, eux aussi, ont été internés parce que, comme on le sait, n'est-ce pas, l'Italie faisait camp avec les nazis, et dès que vous étiez italien, vous étiez mis en prison, vous étiez, n'est-ce pas, interné de force au Canada. Et là, ce mercredi, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, non seulement a-t-il présenté des excuses officielles aux Italo-Canadiens dont les parents ont été internés de force pendant la Seconde Guerre mondiale, et tenez-vous bien, il envisage même de leur accorder une compensation financière. La question c'est, pourquoi on répare les torts qui ont été infligés aux Américains d'origine japonaise, aux Canadiens d'origine japonaise, aux Canadiens d'origine italienne, pour ne citer que ces exemples-là. Et l'exemple des Juifs est très connu, que ce soit, n'est-ce pas, la question du compte de déshérence, que ce soit les réparations que les Juifs ont obtenues de la part du gouvernement allemand et qu'ils continuent d'obtenir aujourd'hui encore, que ce soit les réparations que les Juifs ont obtenues, n'est-ce pas, de la part du gouvernement français et qu'ils continuent d'obtenir encore, parce que 90% selon les derniers chiffres des comptes ou des biens qui ont été séquestrés ou saisis par l'État français pendant la Seconde Guerre mondiale, je dis bien 90% de ces biens-là ont été retournés à leurs propriétaires. La question c'est, est-ce que les Noirs, eux, ils n'ont subi aucun tort, ne serait-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale? Si vous connaissez l'histoire militaire du Canada, eh bien, dès avant même la Confédération canadienne, c'est-à-dire dès avant 1867, des Noirs qui arrivaient des États-Unis se battaient aux côtés du Canada contre, n'est-ce pas, des royalistes américains. Plus tard, ils se sont battus encore lorsque des Américains ont voulu envahir, n'est-ce pas, le Canada. Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des Noirs se sont portés volontaires pour se battre aux côtés des Canadiens pour la cause de la liberté. Et à chaque fois, ils ont subi des discriminations. On les a empêchés, n'est-ce pas, d'avoir des promotions dans l'armée. On les a considérés comme des citoyens de seconde zone. On a dû, n'est-ce pas, créer des régiments consacrés exclusivement à des hommes et à des femmes de couleur. Et rapidement après la guerre, on a aboli ces régiments-là. Question de ne pas laisser de traces historiques comme quoi des Noirs, hommes et femmes, se seraient battus aux côtés des Canadiens blancs pour la cause de la liberté. La question c'est, maintenant qu'on sait tout ça, est-ce que le Canada a jamais consenti une réparation quelconque pour les descendants de ces Noirs qui se sont battus bien avant la Confédération canadienne? Posez la question encore une fois, c'est y répondre, aucune réparation, aucune indemnisation. Bien sûr que lors des cérémonies officielles, tel premier ministre peut remercier tel soldat noir qui s'est battu aux côtés des Canadiens. Cela ne suffit pas. Il faut un projet de loi, il faut une loi portant réparation et indemnisation pour les descendants de ces hommes et ces femmes noires qui, comme les autres, n'est-ce pas, ont porté le poids de la guerre sur leurs épaules. Il faut indemniser leurs descendants, il faut réparer les torts, ne serait-ce que le tort que l'oubli a causé. Il faut réparer ces torts-là. Vous demandez où trouver mes livres, simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi
avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Non seulement nous les Noirs n'avons-nous toujours pas obtenu réparation ou compensation pour les torts que nous avons subis, parfois les pays tuteurs nous imposent à nous une rançon. C'est le cas d'Haïti, il faut le rappeler à chaque fois. Haïti a conquis son indépendance en 1804, mais en 1825, le roi Charles X a imposé une rançon mafieuse à Haïti pour la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon qui a été fixée à 150 millions de francs or, réduit plus tard à 90 millions de francs or, n'est-ce pas, eh bien, a handicapé tout le développement d'Haïti. Et aujourd'hui, un économiste français, Thomas Piketty, évalue cette rançon en termes d'aujourd'hui à 30 milliards d'euros que la France doit à Haïti. Eh bien, si on parle de réparation, si on parle, n'est-ce pas, d'indemnisation, il faudra que la France rembourse à Haïti cette rançon qu'Haïti a payée. À cette rançon, il faut ajouter les torts que nos ancêtres ont subis pour avoir enrichi la France de leur sang et de leur sueur. Alors la question se pose, pourquoi les autres ont-ils obtenu, n'est-ce pas, réparation? Pourquoi les autres ont-ils obtenu indemnisation? Pas nous. J'ai donc identifié 7 raisons que j'appelle les 7 descenseurs des peuples africains ou des peuples d'afro-descendants, descenseurs par opposition à ascenseurs. La première raison, le premier descenseur, la première faiblesse, n'est-ce pas, de nos peuples, c'est un manque d'organisation représentative, unitaire et solide. Je dis manque d'organisation représentative. Par organisation représentative, j'entends une organisation à laquelle tous les Africains, à laquelle tous les afro-descendants s'identifient. Je sais bien qu'il y a l'Union africaine, je suis pas en train de cracher sur cette organisation-là, mais quand on regarde, n'est-ce pas, les bilans de l'Union africaine, eh bien, historiquement, eh bien, il y a 3 causes qui ont été portées par l'Union africaine. La cause de la lutte pour, n'est-ce pas, contre l'apartheid dans l'Afrique du Sud, la cause de la lutte pour la décolonisation et la cause de l'aide qui est due aux pays décolonisés. Mais la question de la réparation, la question de l'indemnisation telle que nous en parlons aujourd'hui, c'est pas une priorité pour l'Union africaine. Et de plus, nous savons comment l'Union africaine est marquée justement par l'immobilisme pour des questions de relations entre États, pour des questions de politique interétatique. Donc, si nous, les Africains, si nous, les peuples noirs, nous n'avons toujours pas obtenu réparation, nous n'avons toujours pas obtenu indemnisation, c'est parce que nous ne sommes pas organisés sous un chapeau fédérateur, sous un chapeau unitaire et solide qui puisse porter cette cause-là devant les instances internationales. Nous ne le savons que trop. Nous avons plusieurs organisations, nous avons plusieurs ONG, mais nous sommes regroupés en pays, nous sommes regroupés en régions, parfois nous sommes regroupés en villes, nous sommes regroupés selon la langue parlée, et tout ce que ça fait, c'est de nous concentrer sur l'arbre et ne pas développer une vue panoramique qui nous permet justement de saisir des causes fédératrices comme la question de la réparation, comme la question de l'indemnisation. Je l'ai dit au début de l'émission, c'est un combat que nous devons mener, c'est une lutte que nous devons gagner, nous le devons à nos ancêtres, c'est une question de justice, c'est une question de dignité, non seulement pour nos ancêtres, pour nous et pour notre progéniture. La deuxième raison qui explique que, contrairement aux autres peuples, nous les Africains, nous les Afro-descendants, nous n'ayons rien obtenu, c'est notre faiblesse financière et économique. Je ne cesserai jamais de vous le dire, le racisme est une question économique. Nous ne maîtrisons toujours pas le principe selon lequel chaque communauté doit consommer à l'intérieur de sa communauté.
Nous ne maîtrisons toujours pas le principe selon lequel notre dollar doit faire plusieurs tours de notre communauté avant d'en sortir. Autant dire, nous devons consommer black, nous devons penser black, nous devons encourager les blacks, nous devons promouvoir les entreprises black. Pour mener le combat de la réparation et de l'indemnisation, ça va coûter cher. Des pays tuteurs comme la France, des pays tuteurs comme le Royaume-Uni, des pays tuteurs comme le Portugal, comme l'Espagne, comme la Hollande, en tout cas tous les pays qui ont la main trempée dans l'entreprise sanguinaire de l'esclavage, la Belgique, tiens, n'accepteront pas ces pays-là de nous indemniser à la première demande. Ils vont nous obliger, n'est-ce pas, à embaucher des cabinets d'avocats. Ça va coûter de l'argent. Ils vont nous obliger à faire appel à des, n'est-ce pas, des expertises pour parvenir au bout de notre lutte. Mais pour cela, nous devons être fortes financièrement. Jusqu'à présent, nous sommes encore trempés dans des paroles de mesquinerie, dans des gestes de mesquinerie, selon lesquels je ne vais pas acheter au commerce de telle femme, je ne vais pas faire appel à tel expert noir, pour quelle raison je ne veux pas l'enrichir moi-même. En refusant de consommer black, vous êtes en train d'enrichir les autres communautés, et plus vous êtes faible financièrement, moins fort vous serez politiquement. La politique et la finance vont de pair. Les politiciens ont du respect pour les communautés qui sont fortes financièrement. Et quand vous êtes fort financièrement, vous êtes en mesure d'imposer votre agenda politique. Donc, notre deuxième descenseur, c'est notre faiblesse économique. Notre troisième descenseur, donc notre troisième faiblesse qui nous empêche d'obtenir gain de cause dans la lutte pour l'obtention de la réparation et de l'indemnisation qui nous sont dues, eh bien, c'est la nature même de nos dirigeants politiques. Regardez nos dirigeants politiques dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants. On dirait qu'ils sont là pour exécuter l'agenda des pays tuteurs. Ils sont même apeurés par l'agenda des pays tuteurs. Ils font de l'aplaventrisme devant eux. Aucun d'entre eux n'ose proposer un agenda clairement patriotique, un agenda clairement nationaliste. Dès que la France ouvre les yeux, eh bien, les dirigeants africains prennent peur et sont prêts à tout pour ne pas provoquer l'ire des Français. Donc, ils se comportent encore comme des présidents qui se retrouvent à la tête d'une colonie. C'est pas pour rien qu'on parle encore de France-Afrique. Les chefs d'État des pays africains francophones ont pour Dieu le président français. Ils n'osent pas le contrarier. Eh bien, ce n'est guère étonnant que nos pays ne puissent pas obtenir réparation, ne puissent pas obtenir indemnisation parce que en Haïti, par exemple, le président haïtien, il fait les 4 volontés de l'ambassadeur des États-Unis. Dans vos pays à vous, n'est-ce pas, vos présidents font les 4 volontés, soit du président français ou du premier ministre belge ou anglais. Donc, il n'y a pas de volonté politique réelle de la part de nos décideurs politiques de mener cette cause-là, la cause de la réparation, la cause de l'indemnisation. Et les pays tuteurs voient clair au jeu. Avant même que nous ne formulions quelques demandes en termes de réparation, ils nous proposent de la coopération, ils nous proposent de l'aide. On ne veut pas de la coopération, on ne veut pas de l'aide, on veut réparation, on veut l'indemnisation pour les torts que nos ancêtres ont subis. Et ce n'est pas aux pays tuteurs de décider de la forme que cette réparation doit revêtir, c'est à nous, les descendants de ceux qui ont subi ces torts, de dire voici ce que nous voulons. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises.
Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Le quatrième des censeurs, ce sont les médias. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Tous les gouvernements du monde, que ce soit des gouvernements démocratiques ou bien des gouvernements de type autoritaire ou de type dictatorial, qu'ils soient de droite ou de gauche, tous les gouvernements détiennent un ministère de l'information. Tous les gouvernements se donnent un ministre de la communication ou bien un secrétaire de presse. Pourquoi ils font cela? C'est parce qu'ils veulent s'assurer que la population entende la chose de la manière dont eux veulent que la population entende la chose. En fait, qu'est-ce qu'un ministre de la communication? Qu'est-ce qu'un secrétaire de presse? Sinon qu'un ministre de l'explication des choses gouvernementales. Autant dire que pour certaines luttes, la communication demeure névralgique. Or, pour gagner justement la bataille de la réparation, pour gagner la bataille de l'indemnisation, les médias, les influenceurs, les artistes, surtout les artistes, devraient mettre l'épaule à la roue pour conscientiser les populations à la nécessité d'obtenir réparation. J'ai le cœur brisé lorsque je regarde les médias les plus influents dans nos pays à nous. Ce sont des médias qui font dans le divertissement. Ce sont des médias qui font dans le sport. Ah, nous perdons tant de temps à parler, n'est-ce pas, de telle vedette qui s'est mariée. Nous perdons tant de temps à parler de tel joueur de foot, n'est-ce pas, qui a remporté tel trophée. Et pendant tout le temps qu'on fait ça, on laisse passer des enjeux importants. Eh bien, pourquoi nous n'obtenons toujours pas réparation et indemnisation pour les torts que nos ancêtres ont subis? C'est parce que nous ne comprenons pas l'importance d'influencer les influenceurs. Comment on influence les influenceurs? C'est en gardant ces questions-là sur la conscience des peuples, en parlant dans les médias, en parlant dans les médias de masse, en parlant dans les médias sociaux. Vous imaginez si tel homme ou telle femme qui a beaucoup d'influence dans tel pays respectif mettait son influence à dire pourquoi les Japonais ont-ils eu réparation? Pourquoi les Juifs ont-ils eu réparation? Pourquoi les Italiens ont-ils eu réparation? Et pas nous les Noirs qui avons plutôt enrichi, n'est-ce pas, l'Occident? Si on se met tous et toutes à en parler, à un moment donné, ceux qui prennent des décisions politiques vont devoir nous entendre et se ranger à notre point de vue. Eh bien, nous n'obtenons pas réparation parce que l'un des pôles les plus influents, l'un des pôles d'opinion les plus influents dans nos pays, c'est quoi? C'est la religion, qui sont des religions importées. Qu'est-ce qui se passe avec ces religions-là? Ces religions-là nous font développer une sympathie pour
ceux qui nous ont infligé du tort. Ces religions-là nous font adopter, n'est-ce pas, la propagande du pardon. Mais un pardon facile, un pardon qui ne repose pas sur la réparation, un pardon qui ne repose pas sur la repentance réelle de mes offenseurs. Ces religions-là me disent finalement que être un citoyen d'aujourd'hui n'a pas d'importance. Développer une conscience identitaire de noir n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'être chrétien. Ce qui compte, c'est d'être musulman. Et à force de développer cette fausse, n'est-ce pas, identité de chrétien, cette fausse identité de musulman, on en est venu à oublier les questions sérieuses, comme des questions de développement, comme des questions de travail, comme des questions d'infrastructure, etc. Or, si nous sommes à ce point en retard dans des pays africains ou dans des pays d'afro-descendants, c'est parce que nos ressources ont été volées et continuent d'être volées par des pays dits amis, ces mêmes pays qui nous ont apporté leur religion. Nous n'irons nulle part aussi longtemps que ces religions importées exercent une si grande influence sur nos populations. Pendant que nous réfléchissons à la manière dont nous devons gagner cette lutte de la réparation et de l'indemnisation, nous devons en tant que penseurs, nous devons en tant qu'intellectuels réfléchir à la manière dont on doit réduire à sa plus simple expression l'influence des religions importées sur nos peuples. Une sixième cause que j'appelle le sixième descenseur dans nos pays noirs, c'est l'école coloniale. J'en ai parlé dans une autre émission. Qu'est-ce que c'est que l'école coloniale? Eh bien, l'école coloniale nous fait prendre la position de l'offenseur aux dépens de l'offensé. Donc, l'école coloniale ne nous apprend pas à développer une identité forte. L'école coloniale ne nous apprend pas notre vraie histoire, une histoire, n'est-ce pas, qui fut grandiose avant l'arrivée des Européens, mais une histoire qui, dès l'arrivée des Européens, est marquée au coin de la violence, est marquée au coin de l'exploitation, si bien que eux, ces offenseurs-là, continuent d'être riches sur notre dos, tandis que nous nous appauvrissons tous les jours. L'école ne fait pas son travail. C'est à l'école qu'on développe ce sens identitaire. C'est à l'école qu'on développe ce sens de la justice qui devrait nous porter à demander à ces pays-là qui nous ont colonisés, à ces pays qui ont réduit nos ancêtres en esclavage, c'est l'école qui devrait nous porter à leur demander des comptes. Pourquoi l'école coloniale ne fait pas son travail? Mais c'est parce que l'école coloniale a été mise en place par les colons. Et l'idéologie de l'école coloniale, c'est de garder ces gens-là soumis et asservis, c'est de les faire accepter leur infériorité vis-à-vis des maîtres d'autrefois. Aussi longtemps que l'école de nos pays restera une école coloniale, aussi longtemps que nous n'aurons pas un vrai système éducatif dans nos pays, malheureusement, nous ne pourrons pas mener à bien cette nécessaire lutte. Et enfin, le septième descenseur, ce sont nos élites. Vous savez, les peuples que je vous ai cités en exemple, les communautés qui ont mené à bien la lutte pour la réparation et l'indemnisation pour les torts qu'elles ont subis, ces communautés-là, eh bien, elles ont pu gagner la lutte parce que les élites sont portées par un sentiment patriotique et nationaliste. Parce que les élites se sont senties plus nationales que transnationales. Regardez bien dans nos pays. Dès que quelqu'un est formé en France, il est formé à la Sorbonne. Dès que quelqu'un est formé à Londres, au Royaume-Uni, dès que quelqu'un est formé aux États-Unis, on dirait qu'il ne se considère plus comme noir, qu'il ne se considère plus comme africain, qu'il ne se considère plus comme haïtien. Désormais, c'est un intellectuel qui va répéter le discours qu'il a appris, n'est-ce pas, dans ces pays tuteurs-là, et au diable, les luttes nationales. Si j'anime cette émission, c'est parce que je suis conscient de ces faiblesses-là. Et je me dis, si personne n'en parle ouvertement, nous continuerons d'être, n'est-ce pas, les dindons de la farce en matière de la réparation, en matière de l'indemnisation. Pour gagner des batailles, il faut non seulement évaluer ses forces, nous sommes forts numériquement, mais il faut aussi évaluer ses limites.
j'ai touché du doigt aujourd'hui quelques-unes de nos limites. Je les appelle les 7 descenseurs qui nous empêchent justement d'occuper la place qui nous est due dans la vie internationale. Puissions-nous y réfléchir à partir d'aujourd'hui. Puissions-nous travailler à la mise sur pied d'organisations fédératrices solides, représentatives de nous tous et de nous toutes, qui va porter devant les instances internationales la lutte pour la réparation. Mais pour y arriver, nous devons être forts aussi financièrement. Nous devons apprendre sans complexe à consommer black. Nous devons apprendre sans complexe à encourager les entreprises black. Nous devons apprendre sans complexe à embaucher des blacks. Car quand nous sommes forts financièrement, nous deviendrons aussi forts politiquement. Merci de votre attention. J'espère vous avoir été utile. Passez une bonne semaine. Ne l'oublions pas, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. On est ensemble. À la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.